Il y a des films qui te font rire. Tu crois qu'ils seront légers, amusants, inoffensifs. Mais sans t'en rendre compte, le sourire s'efface. Et soudain, tu te retrouves face à la douleur et au drame à l'état pur. Des histoires qui commencent comme un jeu et finissent par te dévaster de l'intérieur. Car le cinéma, plus il fait mal, plus il dit vrai. Si tu aimes le cinéma autant que moi, abonne-toi, laisse un like et suis-moi sur les réseaux. Prépare-toi, parce que tu vas voir le sourire se transformer en larmes. You realize if this ever leaked out, It won't! Believe me, it never again. Au début, The Apartment ressemble à une comédie charmante. Un homme ordinaire prête son appartement à ses patrons pour qu'ils y emmènent leur maîtresse, tandis qu'il rêve de promotion et d'amour. Tout est baigné d'ironie, de rythme et de cet humour élégant de Billy Wilder qui fait paraître la vie légère et absurde. Les situations sont comiques, les personnages attachants, et un instant, on croit que tout va bien se terminer. Mais peu à peu, les rires s'éteignent. Sous la façade de l'humour, affleure la solitude, la tristesse et l'humiliation d'un homme qui commence à comprendre ce qu'il sacrifie pour appartenir à un système creux. Et la fille dont il rêvait est, elle aussi, brisée. D'un coup, la comédie devient miroir. Une histoire de dignité, d'amour et du prix à payer quand on vend son âme pour une promotion. À la fin, The Apartment ne fait plus rire. Il te laisse la gorge nouée. Parce que ce qui avait commencé comme un petit jeu de bureau devient l'un des récits les plus humains et les plus douloureux du cinéma. And I would like that one. No, down. Yes. 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 Little Miss Sunshine commence comme une comédie déjantée. Une famille complètement dysfonctionnelle décide d'entreprendre un voyage de plus de 1000 km pour que la petite Olive participe à un concours de beauté pour enfants. Tous ensemble dans une vieille fourgonnette jaune qui démarre à peine. Le grand-père addict, le père obsédé par la réussite, la mère qui tente de tout tenir, l'oncle dépressif qui vient de tenter de se suicider, et le frère qui a fait vœu de silence. Le résultat est un pur chaos. Disputes, situations absurdes, accidents. On rit parce que tout ressemble à une satire de l'échec américain. Mais peu à peu, la comédie commence à faire mal. Chaque personnage porte une plaie ouverte. Le voyage cesse d'être une aventure pour devenir une sorte de purgatoire. Une quête de sens pour des êtres qui n'attendent plus rien de la vie. Et lorsqu'ils arrivent enfin au concours, ce monde superficiel et cruel devient le miroir parfait de leur défaite collective. Pourtant, au milieu du ridicule surgit quelque chose de réel. L'union, la tendresse, la dignité. Pour la première fois, tous sont du même côté. Et cette chorégraphie finale, absurde, qui devrait être humiliante, se transforme en acte d'amour et de résistance. The Truman Show débute comme toutes les comédies de Jim Carrey. Truman Burbank vit dans une ville parfaite, où tout le monde sourit, où le soleil brille toujours et où rien ne semble jamais dérailler. Sa vie est si idéale qu'elle ressemble à une publicité des années 50. Et c'est exactement ce que c'est. Dans la première moitié, le film joue l'ironie. Conversations absurdes, gestes mécaniques, placement de produits face caméra. On rit de ce monde en plastique sans se rendre compte qu'au fond, on rit de nous-mêmes. Mais petit à petit, le rire s'arrête. Truman commence à soupçonner. Il se met à regarder le ciel, la mer, les regards des autres. Et ce qui n'était qu'une comédie légère devient un cauchemar existentiel. L'homme qui avait tout comprend que sa vie entière est un mensonge. Le ton change. Plus de musique enjouée, ni de plan parfait. Rien que le désespoir d'un être humain qui tente de toucher la vérité. Lorsqu'il atteint enfin le bord du décor, la limite littérale de son monde, il n'y a pas de grand mélodrame. Seulement le silence, le courage et une porte ouverte vers l'inconnu. Et là, à cet instant, The Truman Show cesse d'être une comédie sur la télévision pour devenir l'un des films les plus lumineux sur la liberté. And they ended up with lint in their mouth. This is an Italian belly button, kids, and it's part of our heritage. La vie est belle,
ressemble à une comédie romantique italienne. On dirait même qu'elle blanchit la Shoah. Guido danse entre la maladresse et le charme, conquiert la vie avec humour et transforme chaque erreur en éclat de rire. Tout est lumineux, innocent, presque enfantin. Mais soudain, le rire se fige. La chaleur s'éteint. Et cette histoire d'amour devient un cauchemar. Pourtant, Guido ne renonce pas. Son humour, autrefois naïf, devient héroïque. Au cœur de l'horreur, il décide que son fils ne connaîtra pas la peur. Que, même si le monde s'écroule, il fera semblant que la vie reste un jeu. Ce qui avait commencé comme un conte romantique se transforme en parabole sur la puissance de l'amour et de l'imagination. Chaque geste de Guido est une forme de résistance. Chaque sourire, un rempart contre le désespoir. Benigni change le rire en courage, la tendresse en sacrifice et la douleur en une forme d'espérance. Et quand vient la fin, tu comprends que peu de films ont montré une beauté aussi brutale et pure. Celle d'un homme qui, face à l'abîme, a choisi d'inventer encore l'illusion d'un ciel. Juste pour que son fils croie qu'il existait toujours. Pendant la première moitié, Parasite ressemble à une comédie noire presque parfaite. Une famille pauvre, ingénieuse et impitoyable s'infiltre peu à peu dans la vie d'une famille aisée. Tout est raconté avec humour, rythme et élégance. On dirait un brillant jeu de dupes, où la roublardise se confond avec l'intelligence. Mais au fil du récit, le ton change. Le rire se crispe. Le confort devient menace. Bong Joon-ho te joue un tour. Il te fait savourer l'arnaque, jusqu'à ce que tu réalises que toi aussi tu y as succombé. Les personnages, tous, riches comme pauvres, se révèlent fragiles, égoïstes, aveugles. Personne n'est épargné. Ce qui avait commencé comme une farce tourne au cauchemar. Luxe, réussite, faim et ambition se mêlent jusqu'à ne plus savoir qui parasite qui. Et quand tout explose, il n'y a ni justice ni rédemption, seulement le chaos. Parasite est la comédie la plus inconfortable de la dernière décennie. Un éclat de rire qui finit avec du sang sur les mains. Un rappel brutal que, sous la façade d'humour et de style, le rire a toujours un prix. Et qu'ici, nous le payons tous. Pendant les 2 premières heures, Le Loup de Wall Street est une folie absolue. Un cirque d'argent, de drogue, de sexe et d'euphorie. On dirait une comédie déchaînée sur le rêve américain poussé à l'extrême. Jordan Belfort vit sans limite, sans culpabilité, sans frein. Et Scorsese te fait en rire. Par son ironie, son rythme, son énergie contagieuse. Il t'embarque dans ce monde au point que tu trouves ça presque amusant. Mais peu à peu, sans t'en rendre compte, l'éclat de rire commence à faire mal, car l'excès cesse d'être luxe pour devenir addiction. Ce qui était célébration se transforme en ruine, en désolation, et l'humour devient miroir. Tu comprends que tout ce clinquant ne cachait que le vide. Scorsese filme la chute à la même vitesse que l'ascension, pour que tu sentes le vertige, la fatigue, la perte de contrôle. Il ne change pas le ton, mais le spectateur, lui, s'en aperçoit. Jordan, l'homme qui avait tout, finit par hurler dans le silence, entouré de jouets, de femmes et de comptes en banque, mais sans âme. Et lorsque l'argent et les rires s'éteignent, il ne reste qu'un type perdu, se demandant à quel moment il a confondu la réussite avec la vie. Le Loup de Wall Street commence comme un spectacle et se termine en tragédie morale. Une comédie qui se moque de toi jusqu'à ce que tu comprennes que tu riais de ta propre corruption. Et ce qui ressemble à une rédemption, au fond, n'est que l'histoire d'un homme qui n'a jamais voulu affronter son vide et qu'on a applaudi pour cela. Dans ses premières minutes, American Beauty semble être une satire légère de la vie de banlieue. Un homme ordinaire, lassé de son travail, de son mariage et de sa routine, décide de se libérer. Fumer de l'herbe, fantasmer sur une fille, se rebeller contre le système. Tout sonne ironique, presque aérien. Le film se moque de cette médiocrité si américaine. Voisin parfait, sourire de façade, bonheur préfabriqué. Mais derrière la comédie, il y a une vérité inconfortable. Tous les personnages sont brisés. Ils cherchent l'amour et ne trouvent que des reflets vides. Désir, succès, apparence.
tout commence à pourrir de l'intérieur. Et lorsque survient le basculement émotionnel, le ton change complètement. Lester, le protagoniste, découvre, juste avant de tout perdre, que la beauté qu'il cherchait a toujours été là. Dans le quotidien, dans sa fille, dans un simple sac poussé par le vent. Cette révélation transforme ce qui semblait être une crise de la cinquantaine en quelque chose de bien plus vaste, une méditation sur la vie moderne et la perte d'innocence. American Beauty commence comme une comédie sarcastique et finit comme une élégie lumineuse. Un film qui, entre rires et désirs, te montre que la beauté n'apparaît que lorsque tu cesses de vouloir la posséder. Pendant sa première heure, la grande bellezza ressemble à une fête sans fin. Rome, illuminée la nuit, débordante d'art, de musique, de corps beaux mais vides. Jep Gambardella, un écrivain qui a jadis cru en la vérité et ne cherche plus désormais que la distraction, parcourt ce monde avec un sourire fatigué. Le film rit avec lui de la banalité, des intellectuels creux, de cette obsession de paraître profond dans une ville qui a déjà tout vu. C'est brillant, drôle, sensuel. Mais sous tant d'élégance, on ressent le vide. Un vide différent de celui des films sur l'ambition ou l'excès. Ici, c'est le vide de celui qui a tout eu et qui a perdu la capacité de s'émerveiller. Et peu à peu, sans qu'on s'en rende compte, le ton change. Parmi les ruines, Jep commence à percevoir des traces de vérité. Une performance absurde, une vieille religieuse, une femme qu'il a vraiment aimée. L'humour s'éteint, la fête s'arrête, et Sorrentino transforme l'ironie en prière. L'homme qui riait de tout se met à pleurer pour rien, parce qu'il comprend que la beauté ne réside pas dans la grandeur, mais dans ce que nous avions oublié de regarder. La grande bellezza commence comme une satire du luxe, et s'achève en requiem pour l'âme moderne. Une comédie sur le vide qui devient une confession sur le besoin de ressentir à nouveau. Boogie Nights démonte le rêve du porno et de la libération sexuelle. Le film suit Dirk Diggler, jeune espoir du cinéma pour adultes qui découvre le monde de la nuit, des fêtes et du sexe sans attache. Paul Thomas Anderson filme l'industrie porno des années 70 avec une innocence presque contagieuse. Tous les personnages cherchent l'amour, la famille, un lieu où appartenir. Et pendant un temps, ils le trouvent. Le ton est chaleureux, optimiste, presque comique. On dirait même que le film blanchit l'industrie. Mais puis arrivent les années 80. La fête ne suffit plus. Les personnages ont maintenant besoin de cocaïne. Le désir devient addiction. Et ce qui était communauté se transforme en solitude. Les rires disparaissent, les couleurs s'assombrissent et la caméra cesse de danser. Elle observe. Voilà le génie d'Anderson. Il ne change pas le style, il change l'âme. Soudain, tout ce qui paraissait amusant devient insupportable. L'ami à qui l'on avait vendu le mythe de la liberté sexuelle finit par tuer sa femme avant de se suicider. D'autres se perdent dans la coke ou le désespoir. Overdose, malheur, vide. Et au bout du compte, il ne reste qu'un homme brisé tentant de se regarder dans le miroir, répétant encore et encore une phrase à laquelle il ne croit plus. « I'm a star », s'accrochant à la seule chose qui lui a donné un sens et qui l'a aussi détruit. Boogie Nights commence dans l'euphorie et s'achève en tragédie morale sur la perte de l'innocence, la famille et le mensonge du porno, de la liberté sexuelle et de l'hédonisme sans âme. Oh my God! Dès la première minute, Goodfellas t'embarque dans un monde où tout scintille. L'argent facile, les beaux costumes, les restaurants de luxe, la sensation de pouvoir. Scorsese filme la mafia avec une énergie si électrique que cela ressemble à une comédie. Les personnages rient, dansent, mangent, vivent à 100 à l'heure. La caméra vole avec eux, la musique ne s'arrête jamais, l'adrénaline est pure. Et pendant un temps, tu te laisses maudre porter, tu as envie d'en être. Parce que, comme Henry Hill, tu te crois invincible. Mais sans que tu t'en aperçoives, la comédie commence à pourrir.
Le rythme ne baisse pas. Il s'accélère, se déforme, devient angoissant. L'euphorie tourne au délire. Les fêtes cessent d'être plaisir pour devenir orgie de cocaïne, de cris et de paranoïa. Les amis s'entretuent, les rires s'éteignent, la peur envahit tout. La confiance disparaît, l'argent brûle, la caméra cesse de flotter et se met à trembler. Et ce qui, au début, célébrait la vie criminelle, se transforme en descente aux enfers de l'ego, de l'addiction, de la ruine. Scorsese ne change pas le ton, il te l'arrache. De la comédie, tu glisses vers le chaos sans t'en rendre compte, parce qu'il n'y a aucun surlignage inutile. Tu réalises que tout le spectacle, toute la gloire, n'était qu'une illusion, tenue par la violence et la coke. Le pouvoir devient peur, l'ambition, vide. Et Henry Hill, qui a tout eu, finit seul, caché, mangeant des pâtes réchauffées, rêvant d'un passé qui fut son propre châtiment. Goodfellas commence comme une fête et se termine comme un enterrement. Une comédie frénétique qui se vide de son sang jusqu'à devenir une tragédie pure. Un chef-d'œuvre sur la corruption, l'addiction et la chute. Scorsese te fait jouir de l'enfer pour qu'au bout du compte, tu comprennes qu'il n'y a rien de plus triste qu'un rire creux. Tu as vu le prix d'une vie sans âme, d'un vide maquillé. Alors abonne-toi, laisse un like et dis-moi en commentaire lequel j'ai oublié. Si tu aimes le cinéma comme moi, suis-moi sur mes réseaux. À très bientôt.